Oui, pour la formation que vous proposez du coup avec Andy Bretagne, parce que du coup j'étais à votre séminaire, je ne sais plus quand est-ce que c'était, en juin, qui était vraiment super sympa. Et je voulais savoir la formation que vous proposez sur une journée, est-ce que vous la proposez, c'est à l'hôpital, c'est sous quelle forme en fait? C'est via l'association, on va dire, Andy en Bretagne ou l'hôpital? Qui a moins d'un an. C'est une formation totalement innovante qui a été le fruit d'une rencontre. Je m'assois. Euh, mais je dirais plus si affinité. Comme je le dis, cette formation, elle est à faire sur au moins 2 jours pour vraiment faire le tour de tous les trucs et astuces qui pourront permettre à un praticien lambda de regarder dans une bouche au moins, de faire un état des lieux et d'orienter au mieux, d'arriver à faire un soin simple, voire un détartrage. Et pour moi, le premier recours, l'idéal, c'est ça. Et dans nos structures dédiées, ce sont des structures de second recours. Et le but du jeu, de présenter des formations comme ça, vraiment ultra pratico-pratiques, c'est de permettre au rôle 1 de faire son rôle et d'envoyer en rôle 2 le plus tard possible, ce qui nous permettra de réduire les délais d'attente de nos patients. Donc, j'avais commencé par vous féliciter de vos différentes présentations. Je voudrais intervenir sur la deuxième intervention et je vous remercie d'avoir parlé de l'hypnose qui s'est vraiment démocratisée dans tous les cabinets dentaires de plus en plus depuis 10 ans. Et c'est vraiment été un grand progrès pour tous les praticiens et notamment les praticiens libéraux. Je voulais vous poser une question, on va dire, un petit peu pour l'avenir sur le méopa. Est-ce qu'on travaille sur des alternatives au protoxyde d'azote? Oui, non. Ça serait intéressant. Est-ce que vous savez que on envisage peut-être de diminuer l'usage de ce protoxyde d'azote pour des raisons de développement durable à l'horizon 2050? Donc, c'est des questions qu'il faut peut-être déjà se poser en prospective parce que ça commence à travailler dessus. Donc, vous qui travaillez tous avec le méopa, je ne sais pas si vous êtes au courant et ça serait intéressant de savoir s'il y a des alternatives. Je vous aide. Euh, pour pour l'instant, on est sur le méopa. Alors, effectivement, le méopa, c'est un gaz à effet de serre. Oui, sauf que les quantités utilisées sont beaucoup moins que. Enfin bon. La question est que c'est un gaz à effet de serre. Après, pour l'instant, comme l'utilisation médicale en produit, surtout le dentaire, comme tu dis, dans les cabinets de France, bon, on reste très. C'est pas un effet énorme sur l'ensemble. Par contre, c'est sûr que comme le mercure, comme l'amalgame, c'est des produits qui sont amenés à disparaître. Bon, d'ici 2050, on espère avoir un alternatif. Là, tout de suite, il n'y en a pas, clairement. Pas moi personnellement, mais j'espère qu'Air Liquide a plus de moyens que moi. D'autres questions? Je pense que, comme le dit Pierre-Yves, il faut pas déconsidérer l'effet médical, l'apport du méopa dans le soin. Mais je suis persuadée qu'en allant plus loin dans les pratiques d'hypnose médicale, on peut diminuer drastiquement l'utilisation du méopa. Nous accueillons au cabinet à deux, Laurence et moi, on va dire petit peu moins d'une quarantaine de patients par jour, une trentaine, on va dire, une trentaine de patients par jour, tous en second recours, c'est-à-dire tous des patients lourds, parce que quand un patient se laisse soigner facilement, il retourne chez le praticien qui a adressé. Et ça, nous sommes carrés là-dessus. Donc tous les patients qu'on voit sont des patients qui n'ont pas pu être soignés en première ligne.
Eh bien, moi, j'utilise le Méopa moins d'une fois tous les 15 jours. Je crois que Laurence, elle est à peu près encore un petit peu moins. Donc, on a vu notre utilisation du Méopa diminuer ces 5 dernières années. Alors, je vais pas vous mentir, hein, le Méopa, dans le libéral, on le dégaine beaucoup moins vite qu'à l'hôpital. C'est certainement une raison aussi, mais finalement, on s'en porte pas plus mal. Et c'est beaucoup moins gênant dans le soin de ne pas avoir le masque sur le nez. Donc moi, je travaille beaucoup cette approche par l'hypnose médicale, et alors on en parlera certainement plus tard, hein, mais certains savent qu'on a une pratique aussi de médiation animale, et c'est juste magique. L'animal remplace pour certains le bloc opératoire. Donc, voilà, et on a même des refus du masque pour pouvoir voir l'animal. Donc voilà, il y a plein de pistes. Et oui, je pense qu'effectivement, on va aller vers une diminution drastique du Méopa, et ça sera une bonne chose finalement. Merci. Caroline Janssen, je voulais rebondir sur la médiation animale parce que j'ai un projet effectivement d'apporter la médiation animale au sein de l'hôpital de Nancy. Donc j'ai une activité à la fois hospitalière et libérale, et j'ai formé, ça fait 1 an que je forme mon chien à la médiation animale en cabinet libéral, et ça se passe très très bien, aussi bien avec les patients dits normaux, j'aime pas ce terme-là, qu'avec les patients en situation de handicap ou d'angoisse, de stress. Et le chien s'est très bien habitué à l'environnement, et il apporte énormément. Et les gens, effectivement, me disent qu'ils trouvent un apaisement à venir. Et j'ai des patients qui viennent en groupe maintenant. Les FAS viennent à 2, 3 pour voir Arthur, et pas pour venir me voir. Mais après, le soin se déroule vraiment très très simplement. Et donc là, il est prêt à venir en milieu hospitalier. C'est juste la démarche au sein de l'établissement d'obtenir les autorisations nécessaires. Et pour la prise en charge de nos patients en situation de handicap et de dépendance, je suis vraiment très très optimiste sur l'aide qu'il va nous apporter. Donc beaucoup moins de Méopa. Youpi. Bonjour, David Grégoire, je suis praticien hospitalier à Agen. Pour répondre rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la formation principale, globalement, il y a peu de facs en France où il y a une formation initiale qui gère l'accueil du patient, tout simple. Il n'y a pas de cours où on communique avec les patients, tout simple. Donc, si déjà on apprenait à nos étudiants à accueillir les patients, à les écouter, mais ça n'existe peut-être pas. Moi, je ne connais pas de fac où ça existe. Ça permettrait d'amener de l'eau au moulin pour accueillir nos patients un petit peu atypiques. Mais il n'y a pas d'accueil. Nos étudiants, on reçoit des étudiants de 6e année, ils ne sont pas formés pour ça. Ils ne savent pas bien les accueillir. Et après, pour ce qui est du Méopa, nous on utilise Méopa depuis très très longtemps. On a été formés à l'hypnose aussi, tous dans le service quasiment. Et depuis qu'on utilise l'hypnose, notre consommation en Méopa a drastiquement diminué, même au niveau hospitalier. C'est-à-dire on n'est qu'au niveau hospitalier, nous. Donc c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup diminué depuis qu'on utilise l'hypnose, et beaucoup conversationnel, peu formel au final. Laurent Vallet, je suis anesthésiste. Donc le protoxyde d'azote, on est en train de l'enlever des blocs, nous, parce que de toute façon, il y a des pertes sur l'alimentation murale, etc. On se le garde dans ma structure quand même en bouteille où il y aura moins de pertes. Il y a des moyens de réduire. Donc est-ce qu'il faut, devant toute chose nocive, est-ce qu'il faut interdire ou réduire? Peut-être effectivement, si on met tout en route pour le réduire, on peut le conserver comme une des armes pharmacologiques. Effectivement, il y a tout un arsenal psychocomportemental qui va sûrement progresser dans le nombre de patients pris en charge. Je pense que l'option pharmacologique, elle est toujours une espèce de recours ultime. Bon, l'anesthésie générale encore plus. Mais voilà, il y a sûrement d'autres moyens pharmacologiques à mettre en œuvre si on pense que celui-ci
prétendre plus des avantages pour le One Health, pour la planète, que d'avantages. Donc peut-être on va élargir justement les modes de prise en charge pharmacologique dans les années qui viennent. Merci. Florian Laurent, RS Île-de-France. Je crois qu'on a un vrai sujet, ça a été dit tout à l'heure sur le sujet de la formation continue. Vous avez monté ex nihilo une formation de toutes pièces en partant des besoins de vos besoins et des besoins des praticiens. N'y aurait-il pas nécessité d'avoir un référentiel de formation continue national à destination des chirurgiens dentistes en post-universitaire, puisque aujourd'hui on voit bien que certains réseaux, notamment Rhapsodif, ont monté une formation. Il y a d'autres réseaux qui l'ont fait. Il y a des réseaux qui sont en train de penser à le faire. Sauf qu'en fait, finalement, c'est beaucoup d'énergie dépensée à l'échelle de chaque réseau pour monter une formation, pour ensuite se faire habiliter. Et puis, quid des endroits où il n'y a pas de réseau et donc où il n'y a personne pour faire de l'ingénierie de projet et pour pouvoir monter des formations. Donc, il y aurait peut-être un vrai sujet pour arriver à mettre en commun ce qui se fait aujourd'hui dans les différents réseaux et être capable, sur le parcours Rhapsodif, il y a 3 niveaux. Hein. Il y a la sensibilisation d'une journée, il y a la formation en 2 jours de Méopa, et puis la formation à la communication thérapeutique. Est-ce que c'est le bon schéma? Je ne sais pas, il y a peut-être un schéma qui est meilleur ailleurs, mais ça vaudrait peut-être le coup de mettre en commun et de se mettre d'accord sur un contenu qui, même s'il y a des spécificités de territoire, mais il y a peut-être un sujet. Merci. Ouais. Pour la forme, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et donc en fait, on peut se baser toujours sur les mêmes domaines que nous avons vus ce matin, passer du savoir-faire au savoir-être. Après, encore une fois, on va se poser la question parce qu'il y aura toujours des praticiens qui auront besoin d'avoir le cursus universitaire et c'est à ça que ça sert, hein, le diplôme universitaire que je vais proposer. Et puis pour d'autres praticiens, ce sera plus compliqué à mettre en place pour dégager du temps et tout ça, mais je pense que si déjà on utilise le travail qui a été fait il y a 10 ans par l'IADH et qui a été traduit en français sur les principes pour la formation continue, je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, effectivement, et comme ça on peut trouver les trucs et astuces qu'on développe tous pour la formation et ça va coller à l'international et on sera aussi plus cohérent à l'international. Dans la rubrique trucs et astuces, alors Claire Pavageau, centre hospitalier de Bourges, j'ai découvert récemment la sédation visuelle avec des lunettes, non pas de réalité virtuelle, mais en 2 dimensions, le système Relax. Et donc c'est très récent, mais c'est un moyen de plus qui s'ajoute à notre panoplie de sédation. Et voilà, juste je voulais apporter ce petit retour d'expérience récent, en alternative au Méopa. Merci beaucoup à tous parce que le temps presse, on a une pause à respecter. Et on est 15h15. En tout cas, merci à tous nos intervenants et ça prouve en fait la richesse de cette formation.